Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, on va parler d'un chapitre qui est assez important en terminalisme, plutôt important, on va pas se mentir, mais qui est aussi important pour les épreuves expérimentales à la fin, puisqu'il y en a souvent une sur ce sujet-là. On va parler d'une partie qui est expérimentale et plutôt facile. Cinétique de réactions chimiques. On va d'abord parler des réactions qui sont rapides ou lentes, et puis ensuite on abordera les différents facteurs qui vont influer sur les tests des réactions. On parlera des catalyseurs qui sont un de ces facteurs-là, et on finira par le suivi temporel d'une réaction. Réaction rapide, ou pas. En chimie, les réactions prennent plus ou moins de temps pour arriver jusqu'à l'état final. On va avoir les réactions qui sont rapides, ce sont celles qu'on considère comme étant finies à partir du moment où les réactifs ont été mis en contact. On trouve dans ce cas les réactions de précipitation, acido-basique pour la plupart, et quelques oxydoréductions. De l'autre côté, on a les réactions qui sont lentes. Et les réactions lentes, en fait, ce sont les réactions qui vont mettre de quelques secondes à quelques dizaines de minutes pour arriver jusqu'au bout. En effet, c'est plutôt large comme fourchette. Et on a dans ce cas-là la plupart des réactions d'oxydoréduction, mais on a aussi les réactions en chimie organique, mais on a aussi les réactions en biochimie et en biologie. Tout ça, on va l'étudier dans la cinétique des réactions chimiques. La cinétique, c'est ni plus ni moins qu'en fait l'étude de l'évolution temporelle des réactions chimiques, puisque c'est la cinétique chimique, sinon ce serait physique. Si c'était physique, biologique, si c'était biologique. Facteur cinétique. Il existe plusieurs paramètres qui vont influer sur la vitesse de réaction. C'est ce qu'on appelle des facteurs cinétiques. On ne va pas tous les étudier, mais on va en étudier les principaux et voir rapidement quels sont les autres. Le premier facteur cinétique qui est important, c'est la concentration, si les réactifs sont en solution. Cette concentration-là, plus elle est élevée, plus il va y avoir de chocs potentiels entre les réactifs et donc du coup créer des produits. Et donc du coup, plus il y aura de réactions rapidement. Donc plus la concentration est élevée, plus la vitesse de réaction est élevée. Pour les réactifs solides, ici c'est la surface de contact qui va influer sur la vitesse de la réaction. Plus la surface est grande, plus la vitesse de la réaction est élevée. Et c'est pour ça qu'une poudre va réagir beaucoup plus rapidement qu'une plaque. Ça marche par exemple pour le fer avec l'acide. Deuxième facteur cinétique, la température. Plus elle augmente, plus l'agitation à l'intérieur du mélange réactionnel augmente. Et donc du coup, plus il va y avoir de chocs, plus il va y avoir de réactions, et plus la réaction va aller vite. Et c'est pour ça qu'on chauffe dans la plupart des réactions en chimie organique. Dès qu'on fait, je sais pas, une saponification, ou même la synthèse de l'aspirine, on va chauffer. On peut même stopper les réactions en réalisant ce qu'on appelle une trempe thermique. Ça consiste simplement à mettre le milieu réactionnel dans de l'eau glacée, ou même dans de la glace, pour stopper la réaction. Et il existe d'autres facteurs cinétiques, je ne vais pas m'étendre forcément là-dessus. On peut nommer quand même l'éclairement, qui est un facteur cinétique. Plus l'éclairement est élevé, plus la réaction peut se faire rapidement. C'est le cas de la photosynthèse tout simplement, ou la synthèse de la vitamine D. Et on a aussi le solvant. Il existe un dernier facteur qu'on va étudier plus en détail, ce sont les catalyseurs. Les catalyseurs. Un catalyseur, c'est une espèce qui accélère une réaction, mais qui n'est pas consommée au cours de la réaction. On utilise aussi le mot catalyseur dans le langage courant, vous pourrez le retrouver partout, même en allumant la télé, parfois on utilise ça comme dire « ça c'était le catalyseur de ce qui s'est passé après ». Et comme le catalyseur n'est pas consommé, on ne va pas le retrouver dans l'équation bilan. Alors on peut le mentionner ou le préciser au-dessus de la flèche de réaction pour dire qu'il y a eu ce catalyseur-là qui est rentré en jeu. Mais on ne verra pas le catalyseur dans l'équation bilan. Il existe plein de catalyseurs, et en fait on va pas, je vais pas vous faire toute la liste des catalyseurs, sinon la vidéo durerait 55 minutes, mais on va juste parler de 3 types de catalyse qu'il faut connaître et peut-être nommer dans le cadre d'un exercice. Il y a la catalyse homogène, c'est dans le cas où on va avoir le catalyseur qui est dans la même phase que les réactifs. On a la catalyse hétérogène, où là, dans ce cas-là, le catalyseur n'est pas dans la même phase que les réactifs. C'est le cas, par exemple, si on trempe une plaque métallique, souvent du platine ou autre, dans une solution, et là, du coup, on n'est pas dans la même phase. Et enfin, on a la catalyse enzymatique, où là, le catalyseur est un enzyme. C'est très utilisé, notamment en biochimie ou en biologie. Et on va se faire un petit exemple de catalyse homogène pour que vous voyez un petit peu. Si on prend la réaction entre les ions iodure et peroxydisulfate, eh ben, ça va donner normalement du diode et des ions sulfate. Mais cette réaction est très lente. Alors, pour information, c'est une réaction d'oxydoréduction. Donc l'oxydoréduction, c'est vu en première S. Et si vous avez encore des doutes, eh ben, vous avez une petite fiche pour vous aider. Revenons à nos affaires. On a donc cette réaction-là qui est plutôt lente. Mais il existe une réaction entre les ions fer2 et le peroxydisulfate qui, elle, est rapide. Et celle-ci va créer des ions fer3 et du sulfate. On a trouvé au moins un des deux produits qu'on va obtenir. Et il se trouve que la réaction entre les ions fer3 et les ions iodure est elle aussi rapide, et va nous donner du diode et des ions fer2. On a enfin retrouvé nos deux produits. On remarque alors que finalement les ions fer2 qu'on a consommés dans la première réaction
qui ont été transformés en ions fer 3 vont être retrouvés à la fin de la deuxième réaction puisque les ions fer 3 sont redevenus des ions fer 2. Ce qui se passe, c'est qu'en fait un catalyseur il va modifier la nature des étapes de la réaction. Au final, au lieu d'avoir une réaction lente, on va la découper en plusieurs réactions qui sont plus rapides pour à la fin obtenir une réaction qui est plus rapide. Elle ne sera pas non plus instantanée, mais on va passer d'une réaction qui peut être très lente, qui peut prendre plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, à une réaction qui va prendre quelques secondes, voire dans le meilleur des cas, 1 ou 2 secondes. Ça fait quand même quelques secondes. La catalyse, c'est quelque chose qui est très utilisé, notamment dans l'industrie, puisqu'il s'agit de produire plus et plus vite. Et l'avantage, c'est qu'un catalyseur est sélectif, c'est-à-dire qu'il va uniquement catalyser une réaction, ou un type de réaction, ce qui fait qu'on va avoir au milieu de plein de réactions, une seule réaction qui va être accélérée grâce à la catalyse. Maintenant qu'on sait ce qui influe sur la vitesse de réaction, on va pouvoir étudier à quelle vitesse une réaction se fait. Pour cela, on peut utiliser deux types de méthodes qui vont donner plusieurs autres méthodes. Les deux types de méthodes, la première méthode, le premier type de méthode, ce sont les méthodes chimiques. Les méthodes chimiques, le principe est simple, on va prélever un échantillon du milieu réactionnel pendant que la réaction est en train de se faire, réaliser une trempe thermique pour pouvoir stopper la réaction et titrer un des réactifs ou des produits pour en déduire l'avancement de la réaction. Et là, je ne peux pas vous faire un exemple comme ça de tête, mais grosso modo, ça va être utilisé dès que vous allez faire les dosages ou les titrages. Dès que vous faites du titrage, vous pouvez faire un suivi d'évolution chimique. Ça implique de faire plusieurs titrages, au moins 3 voire 4 pour avoir un minimum de points sur notre courbe. Et ça, c'est une méthode chimique. L'inconvénient, c'est qu'on va prélever une partie du mélange réactionnel, donc on peut perturber ce qui s'y passe. Les autres méthodes sont des méthodes physiques. Là, l'avantage, c'est qu'on ne va pas influer sur le système chimique, on va le laisser tel quel. Et donc, du coup, il ne va pas y avoir de perturbation. On peut aussi faire les méthodes physiques en continu. En méthode physique, on a la mesure de l'absorbance qui va nous donner l'avancement. Mais ça, et pour ça, il faut avoir absolument donc des solutions qui sont colorées. Et après, on va utiliser la loi de Beer-Lambert. Si vous vous en souvenez pas, c'est vu en première S. On peut aussi mesurer la conductivité. Et là, il faut absolument que l'un des produits ou des réactifs soit un ion, puisque c'est eux qui font conduire le courant. Et ça, c'est ce qu'on appelle la conductimétrie. Et ça, vous le voyez dans le chapitre sur les dosages, qui doit être par là. Et enfin, on a une dernière méthode, c'est celle qui va nous permettre de mesurer la pression d'un gaz. Si l'un des réactifs ou des produits est un gaz, si c'est un réactif, eh bien, la pression va diminuer, puisqu'on va avoir de moins en moins de gaz. Si c'est un produit, la pression va augmenter, puisqu'on va avoir de plus en plus de gaz. Et donc, du coup, cette mesure de la pression, c'est ce qu'on appelle la manométrie. Une fois qu'on a fait toutes ces mesures, on va pouvoir avoir une courbe qui va nous donner l'avancement en fonction du temps. Et une fois qu'on a cette courbe d'avancement en fonction du temps, on va pouvoir avoir quelques informations qui sont utiles. La première information, c'est évidemment le temps de réaction, puisque grâce à la courbe, on va pouvoir déterminer quand est-ce que la réaction s'est terminée et quel temps, ou combien de temps cette réaction met à se faire. On pourrait même le comparer avec un temps de réaction, avec présence ou non de catalyseur, ou avec augmentation des concentrations, des surfaces, etc. pour pouvoir faire une étude et trouver l'avancement optimal. L'autre information, et c'est peut-être moins évident, c'est ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction, il est assez caractéristique. C'est le temps au bout duquel l'avancement est arrivé à moitié, c'est-à-dire l'avancement maximal est arrivé à moitié. Donc T1,5, c'est quand Xmax est divisé par 2. Ce temps de demi-réaction, il est caractéristique donc du coup de la réaction, puisqu'on va chercher à avoir le temps de demi-réaction le plus court possible, si on veut optimiser notre système. Mais attention, c'est pas au bout de 2 temps de demi-réaction que la réaction est finie. En général, il en faut bien plus, souvent 5, parfois 10, voire 20. Mais le temps de demi-réaction nous dit juste au bout de combien de temps on est à la moitié de la réaction totale. Pas que c'est la moitié de la réaction. Donc voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage. Pour les commentaires, c'est activé, donc vous pouvez y aller, y a pas de problème. Vous pouvez vous abonner par ici, je crois, si je ne me trompe pas de côté. De ce côté-là, c'est pour la playlist des Terminales. Et puis voilà, je vais essayer de continuer le programme de Terminales du mieux possible cette année, avant qu'il disparaisse et que ce soit un nouveau programme. Je vous laisse avec un proverbe qui concerne évidemment la cinétique. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et c'est pas de moi, c'est de Jean de La Fontaine, mais vous l'aurez reconnu.